Non, il n'y a pas besoin. Super, c'est parfait ça. Donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer en espérant que ça va faire venir des personnes. Donc c'était un événement qui devait se passer pendant le mois de mars, pendant la semaine et le mois de l'égalité à la fois de l'école et de l'université Grenoble-Alpes, qu'on a dû décaler pour les raisons que vous connaissez toutes et tous. Donc nous avons l'honneur d'accueillir Stéphanie Dadour aujourd'hui avec nous. Alors Stéphanie, je ne vais pas faire de manière très conventionnelle, mais je vais dire avant autre chose que c'est une ancienne enseignante de l'école d'architecture de Grenoble, qui enseigne aujourd'hui à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Elle est chercheuse au laboratoire Architecture, Culture, Société, donc de l'UMR à UCER. Donc elle a enseigné pendant des années ici. Et elle a fait sa recherche au laboratoire MHA. Donc aujourd'hui, elle est avec nous pour présenter son ouvrage « Des voix se lèvent, féminisme et architecture », donc qui est une anthologie de traduction des textes qui n'ont jamais été traduits en français auparavant, dans une période donnée de l'histoire. Elle nous racontera tout ça. Après l'intervention de Stéphanie, on aura un moment en table ronde avec deux autres invités qui viendront se joindre à nous. On vous fera la présentation à ce moment-là, comme ça on peut découper les deux moments. Donc, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très grand plaisir d'être là, parce que comme l'a dit Théa, j'ai enseigné là pendant 5 ans, mais aussi parce que l'ENSAG a été très précurseur dans la publication de cet ouvrage, qui a donc eu du mal quand même à être publié, et l'ENSAG avait soutenu financièrement, entre autres, assez généreusement, la traduction des textes de l'ouvrage. Donc voilà, en 2015, il était encore précurseur dans les écoles d'architecture françaises de parler de genre et d'architecture. Donc comptez-vous chanceux. Alors, pour ne pas juste parler de l'ouvrage dont il est question, et lorsque j'ai vu cette belle photo que Théa avait prise là, qui est à l'écran, je me suis dit c'est quand même fou parce que ça ressemble énormément à la page couverture de l'ouvrage. Or, on est à plus de 50 ans d'intervalle et je me dis que voilà, encore une fois, c'est des images à faire circuler. Hein. Encore une fois, l'histoire se répète, on le sait, mais encore une fois avec des voix qui tentent de s'élever et qui ne portent pas toujours comme on l'imagine. Donc de manière assez naïve, je suis retournée un peu sur mai 68 parallèlement à ce qui se passe en école d'architecture en ce moment, pour essayer de voir quelles sont ces voix qui s'élèvent aujourd'hui dans nos écoles et qu'ont-elles en commun avec 68. Hein. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire, ne vous inquiétez pas, mais juste quelques pistes comme ça parce que voilà, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une convergence des luttes, ça c'est clair, mais de quelle lutte parle-t-on ? Donc, dans ce que j'ai, dans ces convergences, alors voilà, ça c'est Grenoble en 68. Dans ces convergences, ce qui ressort en premier, ce sont les manifestants, donc le corps estudiantin et le corps ouvrier. Et on en est encore aujourd'hui à ces mêmes deux corps qui font partie de cette élévation des voix avec une réflexion active, mouvementée, et des contestations donc, des institutions académiques pour une critique radicale de la société. Donc, elles arrivent à un moment précis à chaque fois, c'est le renouvellement d'une pensée de la société. Donc, bon, 68 avait son histoire, aujourd'hui on est plutôt porté sur ces questions d'écologie, de retraite, etc. Mais donc, il y a quand même un renouvellement de paradigme qui tente à chaque fois de s'immiscer et une recomposition géopolitique, on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et puis des interrogations voilà, qui touchent surtout les plus jeunes en réalité. Alors, on pourrait croire à une lutte similaire, mais surtout de se poser la question de comment individuellement et collectivement on pourrait faire advenir un monde plus juste en remettant en cause ces dominations. Alors moi, ce que je trouve aussi très intéressant dans tout ça et qu'on a tendance à oublier, ou en tout cas qu'il faudrait peut-être réfléchir un peu plus de notre côté, c'est ce qui se passe au niveau de la concurrence entre nos établissements, hein, entre les écoles d'archi, les universités, les écoles privées, etc. La diversification des filières, le développement de l'apprentissage, mais donc cette idée du salariat, donc, qui a drastiquement changé en l'espace des 50 dernières années, où aujourd'hui,
il y a plus d'1 million d'étudiants qui travaillent, ce qui représente de 5 à 6% du salariat français. Donc ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas il y a, dans le contexte de 68, et je pense qu'on a tendance à la sous-estimer quand on parle de précarité, quand on parle des conditions de travail dans les écoles, etc., et qu'elle mériterait d'être fouillée un peu plus. Autrement dit, un salarié sur 20 suit des études supérieures, sans compter les stages et les autres modes de travail. Donc cela change les rapports entre les étudiants et la société, mais aussi les représentations mentales, et peut constituer, à mon avis, une des bases matérielles à réfléchir ces organisations, qu'elles soient professionnelles, pédagogiques, aujourd'hui. Alors, de nombreuses mobilisations universitaires, on connaît la réforme de Parcoursup en 2018, les luttes contre la précarité en 2006, s'ajoute un intense activisme autour des inégalités sociales comme de genre, d'origine, de race, etc., contre les violences faites aux femmes, la disqualification du wokisme par le gouvernement ou de l'islamo-gauchisme, mais avec voilà, un fond d'inégalité constant qui ne cesse de se creuser. Alors des actions sont mises en place, la participation aux ZAD, tout cela, en tout cas, ressort à partir, me semble-t-il, de préoccupations qui sont liées au futur d'une jeunesse qui se considère sacrifiée quelque part. Donc on a tous vu voilà, cette vidéo qui a fait le tour des réseaux il y a un an et qui a aussi touché particulièrement les écoles d'architecture. Donc voilà, quoi faire de tout ça? Je me suis dit qu'il y a 3 points qui convergent avec l'ouvrage dont je devais vous parler et qui peuvent nous amener à interroger tout cela. Donc les 3 points renvoient à la conception spatiale, parce que je pense que l'architecture joue un rôle et que le cadre de vie y participe. L'invisibilisation des dominés et les discriminations et les remises en question des normes, qui correspondent en gros à 3 des grands chapitres de l'ouvrage. Alors, je vais vous faire passer ça, hein. C'est une citation que j'ai prise du dernier rapport annuel de 2023, c'est donc un rapport qui a été publié il y a moins d'1 mois, pour nous rappeler, parce que je commence juste par quelques représentations que l'on pense aujourd'hui avoir dépassées, mais qui sont encore très présentes dans nos sociétés. Et donc une phrase de ce rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France nous dit « La persistance du sexisme dit ordinaire est d'autant plus préoccupante qu'elle peut conduire aux manifestations les plus violentes. Parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'1 quart estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, et tout âge confondu, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. En ce qui concerne les femmes, 80% estiment être moins bien traitées que les hommes en raison de leur sexe, et 37% disent avoir déjà subi des rapports sexuels non consentis. Donc cette citation-là, même si elle renvoie à des représentations plus qu'à des faits, est d'autant plus intéressante parce que c'est la manière dont ces femmes, en tout cas, reçoivent ces représentations-là. Et les représentations mentales me semblent très importantes. Je vous montre cette image parce que je la trouve assez poignante dans sa non-existence. C'est-à-dire, c'est une mise en scène. Ce n'est pas une photo, contrairement à ce que l'on peut croire. C'est une mise en scène qui nous raconte justement la non-possibilité de cette scène-là. Moi, je n'ai jamais vu cette scène-là de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes se permettre s'installer dans l'espace public pour flâner, pour jouer, pour discuter. Mais en tout cas, donc, alors juste pour citer, c'est une artiste qui s'appelle Randa Maroufi qui a fait ce travail-là. Alors pour vous donner une idée, les urbanistes et les géographes ont fait de très longtemps d'observations dans l'espace public et se sont vite rendus compte que les femmes ne se posent pas dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y sont pas, elles y sont, elles passent, elles vont travailler, elles ont leur vie, elles font des activités, elles sortent, etc. Mais elles ne se permettent pas, en tout cas, de se poser dans l'espace public. Il y a eu énormément de travaux là-dessus. Alors,
Question de sécurité, la double journée des femmes, les charges mentales, les constructions sociales, bien entendu, tout ça y participe. Ces assignations aujourd'hui se prolongent, notamment au sein de plusieurs collectivités territoriales, lorsqu'il est question de décider qu'au contraire, il faut qu'il y ait des femmes dans l'espace public parce qu'elles seraient des genres de personnes qui apporteraient de la paix ou plus de sécurité dans les quartiers. Donc encore une fois, on réassigne aux femmes le droit d'aller dans l'espace public pour devenir pacificatrices, je ne sais pas si ça se dit, d'espace où des jeunes traînent, où il y a de la drogue, etc., etc. Donc encore une fois, non pas une volonté des femmes, mais une assignation à un rôle qui serait plus politiquement correct, on va dire. Donc ces postulats me semblent assez intéressants parce qu'ils rendent compte de la construction de cette notion de genre. C'est-à-dire on continue quand même à, même si on fait changer la manière de construire ce genre-là, cette construction en tout cas est permanente. Donc on pourrait continuer de se dire que tant que les constructions sociales existent, l'architecture n'y peut rien. L'architecture ne fait que concevoir des espaces. Néanmoins, on se rend compte que les spatialités et l'architecture participent de ces constructions sociales. À la fois, on les a intériorisées et on les reproduit sans s'en rendre compte. Et d'un autre côté, en mettant toujours la faute sur les constructions sociales, on se convainc que l'espace et l'architecture sont neutres. Alors qu'on le voit bien, l'architecture n'est pas neutre. Elle peut remettre en question certains usages, certaines pratiques, etc. Donc, ces dernières années, mon travail a consisté à essayer de réfléchir à ces questions-là et dans le cadre de la publication de cet ouvrage, il en était question justement. Alors, quand j'ai commencé ce travail, c'était dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc en 2008, MeToo, M-E-T-O-O-O, n'avait pas encore atteint le grand public et encore moins le milieu de l'architecture français. Et donc, énormément de collègues me disaient en tout cas que l'égalité fait partie de la devise républicaine et qu'il n'y avait pas raison, en tout cas qu'il était incompréhensible à de nombreuses personnes de saisir la nécessité d'analyser l'architecture par le prisme du genre. Donc dernièrement, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette équation, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment appuyer cette nécessité-là? Donc je suis revenue à la Déclaration des droits de l'homme et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que contrairement à ce que l'on peut croire, la Révolution française, donc de 1790, elle abolit bien sûr la monarchie, l'autorité absolue du monarque, mais ce qu'elle crée, c'est en réalité un nouveau contrat social, qui est ce qu'on appelle le patriarcat. Et ce contrat social, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en réalité que la sphère familiale est la sphère du père. Le père, P-E-R-E, mais aussi la sphère du père entre pairs, entre P-A-I-R-S. Et que cette sphère familiale, elle est rendue privée. Ce nouveau contrat social, donc, il crée l'ordre patriarcal moderne qui sépare la vie entre individus en deux sphères. D'une part, une sphère publique qui, tout le long du XIXe siècle, va devenir le royaume des hommes dont les femmes sont explicitement exclues, le monde de la liberté, du travail, de l'égalité et de la fraternité. Et d'autre part, une sphère privée qui est familiale, qui est fondée sur les liens du sang et de la reproduction, qui est le monde des femmes épouses et des enfants dominés par les pères. Donc, avec la rédaction, on va continuer, avec la rédaction de ce code civil, hein, qui est très bien illustré dans énormément de peintures de l'époque. Alors, j'avais fait ces petits cartons parce que je n'étais pas sûre d'avoir une vidéoprojection, vu qu'on devait le faire sur la cafette et ensuite ici. Donc, avec la rédaction de ce code civil, loin de se désintéresser de la sphère privée, comme le dénoncent souvent les féministes, au contraire, le monde politique va la créer et il va la réglementer extrêmement fort et dans les moindres détails. Et je pense que c'est cette équation-là, en tout cas, qui me semble très intéressante dans ces études du genre.
Donc, pour aller très vite, on les connaît, ces représentations, hein, elles datent des années 50, on a tendance à croire qu'on en est sorti, que cette division des sphères n'existe plus, mais très rapidement, on se rend compte qu'énormément de, on va continuer, de publicités plus récentes, en 2006 ou bien en 2013, continuent le même genre de représentation. Alors bien sûr, ce sont des pubs qui ont été publicisées, qui ont été diffusées, qui ont été critiquées par énormément d'associations féministes, mais elles ont le mérite d'exister et de nous raconter véritablement ce qui se joue. Alors, est-ce pour autant une raison pour supposer que les femmes n'ont pas participé à la conception des espaces de vie? Ce qui m'amène en gros à vous raconter un peu ce que je montre dans le premier chapitre de cet ouvrage sur la conception des espaces. Alors, je pars d'un ouvrage de Dolores Hayden que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire de femmes qu'elle appelle les material feminists, qui sont des femmes qui ont œuvré au 19e siècle et qui n'ont rien à voir avec les féministes matérialistes des années 60, qui sont donc, on va passer ça, qui sont donc Katharine Beecher, Mary Livermore, Melusina Faye Pierce et Charlotte Gilman, et plusieurs autres, qui ne sont pas d'accord sur les mêmes principes, qui n'ont pas travaillé nécessairement ensemble, mais qui ont travaillé dans une chronologie, voilà, qu'elles placent de manière un peu chronologique et linéaire. Et alors voilà, je mets leurs images, c'est aussi pour les visibiliser, les rendre visibles, parce qu'on ne les connaît pas. Et qui font campagne contre l'isolement des femmes au foyer et le confinement de la vie domestique comme étant la cause fondamentale de la position d'infériorité des femmes dans la société. Alors, Melusina Pierce, par exemple, se rebelle contre ce qu'elle nomme le dispendieux et artificiel sacrifice, celui de devoir freiner sa carrière pour s'occuper de la maison, et elle propose aux femmes de s'unir pour reprendre le contrôle de leur vie et de leur travail. Elle rédige une critique virulente vis-à-vis de la position économique des femmes dans l'ère industrielle. Dans la ville où elle habite, elle exige le versement d'un salaire pour les femmes au foyer. Donc, c'est une femme qui publie, qui écrit des livres, hein, ce qui est quand même assez particulier. Et surtout, elle propose une nouvelle typologie d'habitat. Donc ce sont, alors ça je ne l'ai pas dit, hein, mais ce qu'elles ont en commun, ces femmes-là, c'est qu'elles réfléchissent à l'architecture. C'est pour ça que je vous en parle. Elles sont féministes, elles s'intéressent à l'économie, mais toute leur critique part du point de vue d'une critique de l'espace, du cadre bâti. Et donc ce qu'elles nous disent, en tout cas ce que Melusina nous dit, c'est qu'il faut faire sortir la cuisine de la maison. Donc, toutes ces maisons-là sont sans cuisine, ça c'est l'échelle, on va dire, d'un quartier, et puis la cuisine est là. Ce sont des maisons sans cuisine, et puis la cuisine devient centrale au sein du quartier, mais surtout ça devient un espace de bien commun pour toutes ces femmes, pour qu'elles puissent se retrouver. Donc je vous avais dit qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas trop de place dans l'espace public ni dans le monde économique et politique. Et donc, en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée cet espace-là. Au fait, même si ce n'est pas un espace public ouvert à tout le monde, ça devient un espace collectif, commun, où vont pouvoir travailler ensemble ces femmes-là, hein, en non-mixité. Qu'est-ce que ça veut bien dire pour nous? Ça veut dire création d'un espace d'émancipation, mais aussi possibilité à certaines femmes d'aller travailler en ville ou là où elles veulent, pendant que d'autres femmes cuisinent, sont rémunérées et peuvent vendre, donc rentrer dans le monde économique et avoir des fiches de paye, etc. etc. Donc, dans ce lieu-là, alors bien sûr, il y a la cuisine, hein, kitchen, bakery, laundry. Au rez-de-chaussée, c'est les espaces de vente. Et à l'étage, il y a des espaces polyvalents qui sont conçus, on est au 19e siècle, avec des murs amovibles, ce qui est quand même des dispositifs très novateurs à l'époque. Donc ces matériels féministes sont très intéressants, très intelligents, mais surtout elles voyagent énormément
Et elles importent ces idées, notamment d'Europe. Hein. Elles ont rencontré les idées fourriéristes, elles ont visité des familistères. Et donc, à partir de ça, elles essayent une transposition dans le contexte américain. Donc voilà, ce sont des expériences qui ont été réellement concrétisées, comme dans cet hôtel, ce Family Hotel. En réalité, c'est un immeuble d'appartement, mais on appelait ça des hôtels aux États-Unis. En 1874, où donc elle propose, vous savez que aux États-Unis à l'époque c'est vraiment la maison unifamiliale qui est le cadre de vie principal des habitants, et où elle propose donc des immeubles collectifs. Alors pour nous ça peut paraître très banal aujourd'hui, parce que ça reprend un peu ce qu'on appelle l'habitat intermédiaire ou les maisons, de maisons en rangée, donc chacun a quand même son entrée autonome. Au sous-sol de l'immeuble, on reprend toute cette idée de la restauration collective, de la cuisine collective, et on dîne ensemble, etc. Pour, encore une fois, toujours avec cette idée de libérer la femme et de lui permettre de travailler. Alors Dolores Hayden, qui est cette historienne américaine, va continuer ce travail beaucoup plus récemment, dans les années, à la fin des années 90, après avoir publié tout un ouvrage sur ces féministes-là. Et elle va proposer qu'à l'échelle de la suburb américaine, on reprenne un peu les mêmes principes, et donc de défaire les parcelles qui sont délimitées par les pointillés là, sur ce schéma, et de créer des espaces collectifs allez, pour changer, à l'échelle des quartiers. Donc, rassembler des femmes similaires aux espaces publics des hommes, mais aussi rassembler des femmes de classes sociales différentes et reconnaître leur travail par un salaire. Disons que ce sont quand même les principes fondamentaux de ces opérations-là. Alors, cette question des biens communs est aujourd'hui une question très à la mode. Hein. Entre 2019 et 2022, aux mêmes éditions Métis Presse, j'ai pris ça comme exemple, il y a eu 3 publications là-dessus. C'est juste pour vous montrer voilà, que c'est un sujet aujourd'hui qui revient comme des alternatifs. Je ne sais pas si c'est le bon modèle ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça reste quand même des lieux de réflexion à des alternatives à nos manières de produire la ville aujourd'hui. Alors, ces expériences-là ont des échos, bien sûr, dans les pays scandinaves, mais surtout, voilà, avec l'association Angela D à Bruxelles. Donc, c'est une association qui travaille avec des architectes qui se disent féministes et des associations féministes. Il y a tout un projet qui tourne autour de solutions. Alors, je n'ai pas les plans parce qu'il faut que je leur écrive pour les avoir, je n'ai pas pu les trouver. Mais voilà, si ces sujets vous intéressent, il faut absolument suivre cette association, je crois, qui, au-delà d'une organisation spatiale très particulière, a aussi mis en place une programmation qui va avec les besoins de femmes en situation de vulnérabilité, notamment des lieux de naissance, des lieux d'accompagnement dans la mourance, mais en tout cas tout un programme voilà, à l'échelle de l'opération qui me semblent assez intéressantes comme des pistes à venir. Alors, les travaux sur le genre et l'espace, on en connaît plusieurs. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux énormément de travaux qui ont été faits autour des cours de récréation, qui reprennent encore toujours cette même idée. Hein. Le G, c'est pour garçons, le F, c'est pour les filles. Donc, ce sont des dessins produits par des enfants qui racontent la place occupée dans la cour de récréation par les garçons ou par les filles. Donc en France quand même, voilà, il y a énormément de travaux là-dessus. Donc lorsque les enfants expriment leur attente d'égalité, ils disent, et je cite, « Même si on est tous différents, on peut jouer au même jeu. Même si on n'a pas tous les mêmes corps, on peut jouer aux princesses ou au foot. » Donc comment faire pour encourager cela, ou comment faire pour que les espaces cassent les hiérarchisations entre filles et garçons dans l'école? Alors, il y a une géographe qui s'appelle Edith Marué-Joule qui dit, et là je la reprends, hein,
Et je trouve que au fait, je vous rapporte ce qu'elle dit, parce que quand j'ai lu son bouquin, et cette phrase en particulier, je me suis dit qu'en réalité, c'était là où il fallait, pour nous, architectes, réfléchir à la conception des espaces. Alors, elle dit, aux enseignants qui se plaignent que les filles ne se changent pas en parlant du collège, ne se changent pas au moment du cours du sport, elle pose la question. Comment se mettre en short alors qu'on leur signifie par ailleurs que cette tenue est incorrecte ou indécente? Et quel rapport avec l'architecture? Elle nous fait remarquer que c'est une façon de gérer ou d'éviter les remarques sur les corps dans les moments et dans les lieux intermédiaires. C'est la raison pour laquelle la construction et l'aménagement de vestiaires sportifs relèvent d'une stratégie minutieuse, au même titre que les blocs sanitaires. Alors ça peut paraître vraiment anodin et se dire que voilà, qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte ces constructions sociales? Ça veut dire se poser ces questions, mais pour les poser, il faut en être conscient et il faut en parler avec les plus jeunes, pour ensuite, dans la programmation d'un projet architectural, on puisse effectivement réfléchir à ces interminables couloirs qui vont des vestiaires au gymnase ou à la cour d'école, et dans le cadre desquels se passent effectivement ces commentaires, ces arguments, etc. Donc, c'est un peu compliqué, hein, c'est pas très simple. Mais je veux dire, plus on va mobiliser le prisme du genre et plus on va l'intérioriser dans notre manière de penser, plus ça nous permettra de réfléchir, en tout cas, des dispositifs spatiaux qui peuvent, par moment, interroger ces choses-là. Alors, la question qui me semble primordiale là est de se demander dans quelle mesure ces répartitions genrées ont un impact sur les inégalités, sur les hiérarchisations, les stéréotypes, etc. Et dans quelle mesure la conception d'espace assoit ou reproduit ces inégalités. Donc, à chaque fois, se reposer cette question au fur et à mesure de la conception d'un projet. Alors, je vais pas parler de ça. Continue. Ça, voilà, j'avais juste mis comme ça quelques images de... Alors, les deux chartes-là sont accessibles sur Internet, sur le site de Genre et Ville gratuitement. Hein. Ce sont des espèces de guides comme ça, assez intéressants là-dessus. Mais le deuxième point qui m'intéresse et dont je voudrais discuter est celui de la réécriture de l'histoire de l'architecture. Parce que c'est vrai qu'en école d'archi, après ce ne sont pas des écoles d'histoire, hein, ce ne sont pas des départements d'histoire, mais on a quand même assez peu de réflexion sur l'historiographie, donc c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on écrit l'histoire et à partir de quoi. Comment peut-on écrire l'histoire de femmes architectes si on n'a pas d'archives de femmes architectes, hein. Je n'ai pas les chiffres de la Cité de l'architecture, mais c'est assez catastrophique au niveau de la répartition genrée. Je pense qu'il y a 4 fonds de femmes sur je ne sais combien de centaines de fonds d'architectes hommes. Alors, dans l'anthologie, je présente la production d'historiennes de l'architecture des années 70 à 90 qui font un peu toute la même chose, mais de manière différente, c'est de rendre visible ce qui a été longtemps absent, invisible ou invisibilisé, donc le rôle des femmes et des minorités dans l'architecture américaine. Elles alertent sur le fait qu'il est important de renouveler la transmission de l'histoire de l'architecture, de sorte à prendre en considération donc, les invisibiliser, mais surtout... Oui, alors ça, je l'avais mis, je vais quand même revenir là-dessus avant de continuer. C'est très intéressant parce que là, on a les premières femmes enseignantes, donc au début du XXe siècle, qui rentrent dans les écoles. Et encore une fois, juste pour vous donner le ton du milieu de l'architecture à l'époque, en 1902, Thomas Davison, qui publie dans British Architect, un texte qui s'intitule « May Women Practice Architecture ?» Est-ce que les femmes peuvent pratiquer l'architecture? Donc sur un ton paternaliste, il se présente comme un protecteur de la profession et il nous explique que les femmes sont en réalité lourdement handicapées pour faire de l'architecture. Elles n'ont pas les qualités essentielles ni le tempérament pour concevoir une bonne architecture. Il dit qu'elles manquent de fermeté, elles n'ont pas la force de porter des projets et n'ont pas la capacité d'effectuer des choix judicieux. Karl Schaeffer, critique de l'archi allemand de grande renommée, en 1908, donc quelques années après, défend un postulat similaire. Il dit que l'architecte est porté par les désirs suprêmes de l'homme
et possède de grandes qualités masculines, c'est un homme d'action. Les femmes qui tentent de contredire la nature en s'intéressant à la production artistique paieraient le prix de leur féminité, elles deviendraient des créatures hermaphrodites. Et je le cite, hein, j'invente pas, et il prend la référence de plusieurs artistes femmes pour soutenir sa démonstration. Et à la fin, il conclut en disant « Women must stay very far away from architecture ». Donc, voilà. Non mais je ne veux pas le dire ici, et ce n'est pas le moment de le dire, mais on sait bien que des arguments similaires traînent dans les écoles d'architecture. Je pense que mon collègue de Marseille nous en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, et malgré la féminisation des ENSA, la situation est toujours aussi alarmante. On va passer ça. Alors vous le connaissez peut-être, ce tableau, hein, qui date de 2018, qui commence à vieillir, mais pas trop. Et qui nous montre justement qu'en réalité, on n'est pas très loin de ce que je viens de vous dire. Hein. En TPCAU, je ne sais pas en quelle année, mais vous êtes, et si vous savez que veulent dire ces signes, les TPCAU, c'est l'enseignement du studio, qui est très valorisé en école d'archi. Sur 44 profs hommes, sur 44 profs, ceux qui ont le statut de professeur, il y a 41 hommes et 3 femmes. Et chez les maîtres de conf, il y a 313 maîtres de conf au total, dont 235 hommes et 78 femmes. Donc ça vous donne... Et alors, la parité dans les écoles d'archi est acquise depuis 2000, depuis l'an 2000. Et l'introduction des femmes de manière, on va dire, plus démocratique et plus massive dans les écoles d'archi date depuis 70. Donc voilà, ces chiffres sont assez alarmants sur la légitimité, la reconnaissance des femmes dans un milieu qui est celui de la théorie et des pratiques de l'architecture. Alors les femmes architectes ne se sont pas tues, hein, elles étaient bien conscientes. Alors comme les suffragettes, je les mets tout le temps, hein, parce que je me dis quand même que c'est grâce à elles qu'on peut aujourd'hui étudier et voter, qu'il ne faut pas les oublier. Et elles sont sympas. Elles sont surtout très fortes. Hein. Elles ont fait des grèves, elles ont fait de la prison. Je veux dire, comment ? Ah bon ? Mais je veux dire, nous, on a vraiment peur de plein de choses et je les trouve très courageuses. Et donc, les femmes ne se sont pas tues et aux États-Unis, elles ont mis en place des summer schools. Je regarde Sabine parce qu'on en a fait une ensemble l'an dernier. Donc, en 1974, des architectes femmes des États-Unis ont créé une summer school, une école d'été, hein, ça me rappelle l'école zéro, là, voilà. Pour réfléchir à des modes pédagogiques, pour réfléchir à des contenus et des méthodes en non-mixité qui seraient propices à l'arrivée des femmes, puisque l'arrivée des femmes date de 70, en gros un peu partout dans le monde, dans les écoles d'architecture. Donc il y a énormément voilà, de documents d'archives. Alors voilà, ça je l'avais mis, je ne vais pas trop en parler, mais on se rend compte quand même que les questions écologiques depuis la fin des années 70, début des années 80, sont des questions très portées par les femmes, et ça j'y reviendrai peut-être après. On va passer tout ça. Et ça c'était juste pour terminer sur le chapitre... Non, je termine sur rien en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que je ne suis pas exactement tout ce que j'avais prévu de dire. Mais ce sont donc en Oregon des organisations de femmes qui décident aussi d'aller habiter entre femmes en non-mixité, d'acheter des terrains en Oregon et de construire à partir de pas grand-chose des villes entre elles. Et donc voilà, autoconstruction. En fait, tout ça, ce sont des mobilisations qui, pour moi, sont propices à des réflexions d'alternatives que l'on pourrait aujourd'hui revoir, calculer, décortiquer pour voir ce qu'on pourrait faire. Alors, je reviens là à mes historiennes qui se posent comme les historiennes de l'art. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de grandes architectes femmes? Ça, c'est en 71. Et 20 ans après, il y a Griselda Pollock, qui est une autre historienne de l'art, qui répond par la question du canon. Le canon, c'est les normes. C'est les normes qu'une discipline, qu'une profession valorise, légitime, etc.
Et donc, il s'agit bien de la ténacité d'un canon que toutes deux discutent. Et plutôt que de se dire il faut une histoire féministe de l'art ou une histoire de l'art féministe, il faudrait en réalité, et je pense que c'est une avenue assez intéressante, des interventions féministes dans les histoires de l'art. Alors, je vous la cite, elle dit « J'insiste sur cette pluralité des histoires possibles, toujours à venir, sans qu'il y ait une seule vision face à laquelle toutes les autres interprétations paraissent transgressives, excessives, étranges, voire hostiles à une vérité unique. Une problématique féministe qui ouvre des questions, qui demande des méthodes nouvelles, qui promet des découvertes parce que la question de la différence sexuelle, de la subjectivité, de la sociabilité nous intéresse tous. » Donc cette question de la subjectivité, elle a été centrale pendant toute la deuxième vague féministe parce qu'elle renvoie donc à cette mise de côté des voix dominées qui ont été invisibilisées, silencieuses, etc. Et donc rendre visible des savoirs multiples, des histoires plurielles à partir de situations vécues est aussi une manière de faire de l'histoire et de remettre en question surtout la neutralité des histoires que l'on a tendance à nous transmettre. On va passer ça. Et donc voilà, dans les années fin 70 jusqu'à fin 80, il y a eu énormément d'ouvrages depuis le milieu de l'architecture, et c'est ça que je trouve intéressant, qui ont essayé de réécrire ces histoires-là. En tout cas, d'élargir l'histoire de l'architecture à des sujets, à des méthodes qui n'ont pas été... comme cette exposition-là, hein, qui était précurseur de cette lecture. C'est une exposition qui a eu lieu en 1977 à l'Architecture League of New York par la commissaire et architecte Susanna Torre. Et elle pose la même question que l'historienne Linda Nochlin en disant pourquoi n'existe pas de grandes femmes architectes. Alors, les mécènes de l'exposition, c'était des hommes. Et ils lui ont dit qu'il y avait trop d'affiches dans son exposition et qu'il fallait en réalité les diminuer en choisissant les figures exceptionnelles. Et c'est là où la ténacité de ce canon se reproduit. C'est-à-dire, qui est considéré exceptionnel et quels sont les critères qui font exception. Donc bien sûr, elle n'était pas d'accord avec l'exception, surtout là, on est à la fin des années 70, donc c'est le moment du début de la star architecte, l'architecte comme une figure, comme une personne auteur qui travaille toute seule, sans collaborateur un peu bizarrement. C'est aussi, voilà, c'est la grande architecture, c'est les musées, etc. Et puis, donc, c'est un travail très important parce que Susanna Torre remet en question justement ces canons-là. Et ce qu'elle présente ici, ce sont 3 codes couleurs. Donc, il y a des pancartes là que vous voyez. Je ne veux pas dire de bêtises. Il y en a des bleus, des rouges et des marrons. Alors, il y en a qui sont pour les femmes non architectes qui ont construit. Il y en a qui sont sur des projets conçus par des femmes. Et les autres, je vais y arriver. Et les autres sur des femmes architectes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de ces projets-là, il y a des sujets qui ne sont pas du tout valorisés à l'époque qui ressortent. Donc bien sûr, la conception de l'espace domestique, mais ça je l'ai beaucoup dit, je crois. Mais le rapport à l'existant, l'importance de la mémoire collective, et surtout l'émergence d'une conception plus encline aux considérations environnementales. Donc peut-être que c'est par défaut, hein, que par défaut les femmes ont dû travailler sur ces sujets parce que personne ne voulait le faire à l'époque. Hein, ce n'était pas de la grande architecture et ce n'était pas des canons valorisés. Donc les femmes se sont retrouvées à faire ces commandes comme aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui que c'est ce que tout le monde est en train de dire qu'il faut faire, hein, de la réhabilitation soudainement, du patrimoine, de la mémoire et de prendre en considération l'existant. Donc on revient à des sujets des années 70 que personne n'avait écoutés à l'époque. Il me reste du temps ? Oui ? Un autre ouvrage que je trouve très intéressant, c'est celui d'Alice Friedman. Oui, c'est celui-là.
Alors, dans cet ouvrage-là, ce qu'elle fait, Alice Friedman, c'est qu'elle décide de réécrire l'histoire de l'architecture moderne à partir des grandes maisons modernes iconiques que l'on connaît. Hein. Donc, il y a Le Corbusier, il y a Frank Lloyd Wright, Rietveld, bon, toute la ribambelle est là. Elle décide de réécrire cette histoire-là parce qu'elle réalise que toutes les commanditaires de ces maisons sont des femmes. Alors, ce sont des femmes qui viennent de classes sociales très privilégiées, hein, elles sont riches, elles sont souvent veuves, divorcées, homosexuelles, etc., donc assez émancipées. Et elles commanditent ces maisons-là, mais dans la correspondance entre l'architecte et la femme, il y a toute une réflexion sur ce que le canon a décidé être des innovations programmatiques. La fluidité entre les espaces, la promenade architecturale, hein, on la rapporte toujours au voyage du Corbusier en Orient, mais là on voit bien comment elle est reprise par les femmes. Et donc toute une série de réflexions portées par des femmes, par leur mode de vie, et en tout cas toujours par l'idée de déconstruire cette frontière entre espace public et espace privé. On le voit très bien dans cette image, hein, qui s'ouvre sur le paysage, qui va vers le dehors, etc. Donc c'est un très beau livre, hein. On l'a ici à la documentation et je vous encourage, il est très facile à lire, très fortement de le lire. En tout cas, aujourd'hui, et peut-être que je terminerai très rapidement là-dessus, ça va être l'avant-dernière chose que je vais dire, il y a cet ouvrage de Laurie Brown et Karin Burns qui a l'avantage de mobiliser des chercheuses à travers le monde sur la mise en place d'une encyclopédie dans les Nords et dans les Suds, donc vraiment une encyclopédie transnationale qui parle de certaines architectes, donc comme vous le voyez. Et nous, pour la rubrique française dont je me suis occupée, j'ai voulu non seulement parler de figures, parce qu'effectivement, elles m'ont demandé ces noms-là, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ce sont des noms qui ont des répercussions à l'étranger, mais ce que j'ai voulu faire, c'était effectivement de dire non, on ne va pas s'arrêter à des figures iconiques, encore une fois, et on va imposer qu'en France, on puisse avoir ces sujets-là, pour parler des femmes non architectes qui ont énormément travaillé sur la scène architecturale française. Quand on regarde celles qui ont fondé le pavillon de l'Arsenal, la Cité de l'Archi, à la base, c'était très souvent des femmes politiques françaises. De parler du féminisme dans le milieu de l'architecture, parce qu'il y a eu des histoires féministes dans les unités pédagogiques dans les années 70, mais dont on ne connaît rien, etc., etc. Donc c'est un ouvrage assez intéressant, parce que plutôt que de proposer une histoire linéaire où, encore une fois, les pays du Nord vont raconter en quoi ils ont permis le développement des pays du Sud, on a ici des mouvements inverses où on voit bien comment les Suds aussi et les transferts culturels ont circulé. Je ne reviendrai pas sur ce troisième chapitre, mais peut-être uniquement pour reprendre de manière, je pense, très facile l'exemple de Denise Scott Brown, donc, qui n'avait pas reçu le prix en même temps que Robert Venturi, hein, la remise du prix Pritzker Prize lorsqu'il l'avait reçu. Et puis tout un ouvrage là qui va être publié, justement. Elle doit avoir 90 ans hein, aujourd'hui, Denise Scott Brown, et pourtant elle répond à ses mails et tout. Mais là, c'est cette page couverture d'un ouvrage qui vient tout juste de sortir, c'est 2023, il y a moins d'un mois, et c'est le premier ouvrage qui sort sur elle. Et il est en réponse à un prix qu'elle aurait dû avoir dans les années 70 et qui ne lui a pas été remis, donc 70, ça fait 50 ans. Et donc c'est un ouvrage qui revient sur ses apports théoriques, conceptuels et pratiques dans l'architecture et dans l'urbanisme, pour lui faire hommage par rapport à cette histoire qui a été mal écrite et surtout méconnue et encore une fois invisibilisée. Donc voilà. Une dernière petite chose. Donc vous savez qu'on a mis en place avec des collègues de Grenoble notamment un collectif qui s'appelle Architou pour discuter de tous ces sujets. Donc on est des enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses des écoles d'archi. On a rédigé cet article il y a maintenant quelques années sur les AJAP, hein, que le ministère de la Culture n'avait particulièrement pas apprécié, où vous savez bien qu'il y avait 8% de femmes en architecture. Hein, on a même été invités avant les mobilisations à discuter avec le ministère de la Culture.
Et on a eu 3800 visionnages d'ordinateurs différents pour cet article. Hein. Il avait vraiment bien circulé dans les réseaux. Il vient d'être traduit en anglais parce qu'il est toujours très lu. Mais où voilà, on voit vraiment comment un petit milieu, comment un entre-soi, où on est à la fois architecte, enseignant, chercheur, qu'on travaille dans les collectivités, et le fait qu'on puisse dans un milieu aussi petit être à tous les endroits, comment on continue de reproduire, et comment ces mécanismes-là sont très difficiles à remettre en question, parce qu'au fait, c'est tellement un petit milieu que les architectes sont partout. Donc la cooptation, la fraternité, les réseaux perpétuent ce système des inégalités qui est très difficile à rompre, d'où la nécessité, je dis aux femmes, mais peu importe, hein, à vous de voir à qui de se mobiliser en réseau et en collectif. C'est très important. Je m'arrêterai là-dessus parce que je pourrais parler pendant des heures. C'était juste une petite précision quand tu évoquais l'absence d'archives, ou en tout cas le manque d'archives pour non seulement parler des femmes qui ont réussi à obtenir un diplôme d'architecte, mais aussi des femmes qui ont abandonné leurs études d'architecture, notamment quand elles ont enfin réussi à être accueillies à l'École nationale des beaux-arts de Paris au début du XXe siècle. Enfin, moi je dis ça parce que j'ai une étudiante en Master 1 qui consacre son mémoire à la très difficile formation des femmes à la fin du 19e, début 20e pour obtenir ce Graal qui était le diplôme d'architecte. Et elle a sollicité, alors malheureusement le nom de cette chercheuse m'échappe, mais une chercheuse qui a travaillé sur la place des femmes à l'École des Beaux-Arts de Paris, et qui pointait le fait que dans la section architecture, eh bien, malheureusement, les archives étaient trop rares, non seulement pour identifier le parcours des femmes qui ont réussi à se maintenir dans les études assez longtemps pour obtenir un diplôme, très peu nombreuses, mais surtout pour comprendre les raisons pour lesquelles autant de femmes inscrites ne sont pas allées au bout de leurs études. La masse qui renonce ou la masse qui subit la pression, notamment dans les ateliers de tous les étudiants garçons qui savaient copieusement bisuter leur père femme. Voilà, toutes ces histoires qu'il s'agirait d'écrire et qui vont être difficiles à écrire par manque de témoignages. Il y a Stéphanie Buisse-Ménage qui a fait une thèse là-dessus. Hein. Elle a essayé de suivre la disparition des femmes et leur désinscription à l'ordre aussi. Et alors déjà, il ne faut pas oublier que les femmes changent leur nom. Donc souvent, on pense qu'elles ont disparu, mais en réalité, elles prennent le nom de leur mari et très souvent, elles se marient au milieu de leurs études. Donc il faut faire attention à, j'en sais rien moi, Théa Manola qui peut devenir Théa Bonjour du jour au lendemain. Donc voilà, c'est important parce que ça raconte aussi des choses. Et puis, non mais tout à fait. Alors Anne-Marie Adams et Peter Tank ont fait tout un travail là-dessus sur les architectes ou celles qui n'ont pas continué à pratiquer l'architecture au Canada. Et en France, c'est Stéphanie Buisse-Ménage, je pense, qui se rapproche le plus de... Ouais, elle vient de soutenir sa thèse en janvier, là. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai peut-être sur quand vous décrivez quand vous expliquez Dolores Hayden, les matériels féministes des années 19e siècle, ce qui ressort un peu toujours, c'est que je vais essayer d'être un peu clair, désolé. Je trouve ça très intéressant à la fois le fait de faire des appartements sans cuisine, de les mettre dans des espaces communs, etc.
du coup, je comprends en quoi ça fait que l'espace privé va ne plus être... que les femmes vont plus être uniquement confinées à l'espace privé. Au 19e siècle. Oui, oui, bien sûr. Mais au demeurant, ça marche que dans ce sens-là, mais ça marche pas dans l'autre sens, parce que du coup, ce que vous expliquez bien, c'est qu'il y a des femmes qui vont aller travailler, mais que dans les cuisines collectives, ça reste des femmes qui vont y être. Donc si ça... c'est pas vraiment une question, mais plus une remarque, quoi. Si ça permet probablement à des femmes de sortir de la sphère privée, ça ne défait pas le fait que la sphère privée reste l'endroit des femmes en soi. Alors, ces matériels féministes, plusieurs d'entre elles revendiquaient le fait que la sphère privée et familiale devait devenir la sphère de la femme. Alors que je vous ai dit, moi, que le patriarcat, c'était quand même l'homme qui, même s'il n'y était pas, même s'il n'était pas présent, hein, qu'il rentrait le soir, mais qu'il n'y était pas, c'était lui le chef de la famille. Donc ce transfert, je ne vais pas tout expliquer parce qu'entre elles, elles ne sont pas d'accord. Elles n'ont pas toutes les mêmes hypothèses. Mais pour certaines matériales féministes, la sphère familiale et domestique doit devenir sous le contrôle de la femme. C'est elle qui économiquement la régit. Alors, moi, je donne toujours cet exemple des maisons sans cuisine parce que je le trouve très fort, assez radical, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut concevoir des appartements sans cuisine. Mais il faut réfléchir à ce qui serait cuisine aujourd'hui. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, au 19e siècle, effectivement, c'était la cuisine, on la connaît cette histoire. Quels seraient les espaces aujourd'hui qui seraient propices à être redéfinis, repensés, au sein d'une opération d'habitation, au sein d'une école, peu importe, pour permettre peut-être des rencontres en non-mixité, mais en tout cas des moments de transition qui permettent de remettre en question, là en l'occurrence avec les matériels féministes, c'est le rapport économique, très clairement. Tout le travail est basé aussi sur des emprunts au socialisme, voilà, à des positionnements parfois presque marxistes chez certaines. Je pense que dans ma thèse, je pense qu'elle est à la bibliothèque, j'avais fait un tableau avec toutes les revendications de toutes les matériales féministes parce qu'elles n'ont pas la même vision politique. Donc certaines, effectivement, voilà, pensent que c'est la femme qui doit de toute façon être la chef de famille et d'autres pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Pourquoi est-ce que la femme est invisibilisée dans l'architecture? En tout cas, quand est-ce qu'elle a commencé à prendre de la place dans l'architecture et à quelle époque ça s'est décoincé entre guillemets pour elle? C'est pas que la femme est invisibilisée dans l'architecture. On est là, on est plusieurs femmes à être là. C'est plutôt, comment dire, c'est plutôt quelle est la place de la femme dans certains espaces et qu'est-ce qui lui est permis ou pas de faire. C'est dans quelle mesure sa position dans ces espaces-là, là chez les matériels féministes, participe d'un système économique duquel elles ne sont que des subordonnées. Et comment l'architecture peut participer à cela, comment l'organisation des espaces reproduit ce système-là. Donc là, en l'occurrence, on partait de cet exemple des cuisines qui sortent de la maison et qui permettent à des femmes, par exemple, de se faire payer. Donc d'être visible, parce que quand on est visible sur une fiche de paye, quand on est visible dans le monde économique et politique, on gagne en émancipation, on gagne en visibilité. Et ça, on ne peut pas le nier, je veux dire. On vit dans un milieu qui fonctionne par ces billets-là. Et du coup, est-ce qu'une femme qui a été reconnue, une des premières à être reconnue dans ce milieu-là, est-ce que vous auriez... Une des premières femmes qui a posé ces réflexions-là? Oui, en tout cas qui a alors, une de ces... Oui. Ben, moi, j'ai parlé de Pierce, mais il y a la petite banderole, là. Non. Voilà, elles sont là et je pourrais vous donner leurs noms parce que je vais vous les dire, mais je vous les donnerai par écrit. Je les avais écrits là et je ne les ai pas recopiés. Mais en tout cas, ce livre de Dolores Hayden, et je ne veux pas faire sa pub, hein, il y a l'introduction dans l'anthologie, mais il est en train d'être complètement traduit
aux éditions B42, donc c'est quand même incroyable parce que c'est un gros bouquin de 300 pages qui va être traduit en septembre aux éditions B42. Donc voilà, je pense qu'en France, on a vraiment remarqué l'importance de cet ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Très bien. C'est parce que je regardais l'intitulé Architecture au prisme de son temps. Je me demandais, mais est-ce que, je ne sais pas si tu as fait ce travail, enfin, si tu as regardé, est-ce que dans les études de genre, de manière un peu générale, qui sont ancrées dans d'autres disciplines, on parle d'architecture, on parle d'espace? Ou ici en France, ou... Oui, c'est une question un peu large. Est-ce que tu peux identifier peut-être des études de genre Oui, mais c'est beaucoup plus par le biais de la géographie. C'est rarement l'espace, c'est souvent les spatialités. C'est pas du tout la même chose. Oui, les géographes ont effectivement... Énormément. Mais les géographes du genre et les études de genre en intégrant la géographie. Ok. Parce qu'il y a un peu les deux sens en Oui. Mais j'ai pas trop fouillé non plus cette question. Est-ce qu'il y a des moments de l'histoire ou des événements qui ont cassé un plafond d'air, qui ont fait qu'il y a eu tout d'un coup 60% d'étudiantes en architecture? Ou est-ce que ça a été quelque chose de très progressif? Est-ce que des mouvements comme avec les suffragettes ou MeToo ou même Greenham en Angleterre, est-ce que ça a eu des répercussions sur le milieu de l'architecture et du genre? Moi je trouve que non. Et quand j'ai interviewé énormément d'enseignantes des années 70 en France, quasiment toutes les enseignantes qui ont commencé à enseigner en école d'archi dans les années 70 en essayant de comprendre comment se fait-il que ces moments clés, la seconde vague féministe, etc., n'aient pas plus influencé ce milieu. Et au fait, leur réponse chez les premières était assez unanime dans le sens... Alors déjà, elles sont toutes entrées en école d'architecture avec des grandes figures. Je pense à Françoise Véry qui était à Grenoble, qui était à Lille avant. Elle est rentrée parce qu'elle avait travaillé avec Manfredo Tafuri, entre autres. Elles avaient toute une caution masculine, d'un grand architecte intellectuel. Donc, pour elles, les choses s'arrangeaient de toute façon. Les femmes étaient là, il n'y avait pas de problème. Là où les femmes commencent à conscientiser le fait qu'elles n'ont pas une place, elles, en tant que femmes, sans la caution masculine, c'est à la fin des années 85. C'est des personnes comme Françoise Fromonod, par exemple, qui va dire « Ah ben oui, effectivement, je m'en rends compte avec beaucoup de retard, mais effectivement qu'il y avait un problème. » Mais celles qui sont rentrées avec un tampon de caution, non, elles refusent toutes. Moi, je les ai toutes interviewées. Celles qui ont travaillé avec, comment il s'appelle, à l'architecturologie, Boudon. Celles qui ont travaillé avec Huyette. Toutes ne voyaient pas du tout un problème. Donc, juste pour répondre à ta question plus directement, lorsqu'il y a ces grands mouvements, c'est aussi beaucoup plus complexe parce qu'il y a les réacs de l'autre côté qui font que c'est pas si simple. Encore une. Et vous, est-ce que vous êtes en train d'écrire un ouvrage ou est-ce que vous avez des choses... Oui. Je suis pas dans l'architecture. Oui, moi j'écris là-dessus. D'accord. Là, j'ai un texte qui va sortir justement sur les femmes enseignantes en école d'archi, sur les premières femmes enseignantes en école d'archi, pour raconter ce qui se jouait. Ça, c'est vraiment des archives qui n'existent pas, donc on a constitué un fonds d'archives orales qui sont versées à la Maison de la Méditerranée pour retracer ces histoires-là.